Il n'y a pas de sauce. Où est la sauce? Hi everyone, je suis la fondatrice de ZIA, la méthode accélérée et antiscolaire pour apprendre l'anglais en 3 mois sur ziazoe.com, et aujourd'hui je reviens avec Bilal pour la vidéo tant attendue. Franchement, on me pose des questions en permanence sur le sujet, donc voilà, je vous ai demandé vraiment de nous poser toutes les questions que vous aviez en tête pour qu'on puisse, ouais, il y en a beaucoup, pour qu'on puisse voilà, vraiment y répondre. Dans cette vidéo, du coup, on va répondre aux questions que vous vous posez sur Istanbul, sur la vie à Istanbul, etc. Donc pour ceux qui ne savent pas, on s'est expatrié à Istanbul depuis le mois de février 2020. C'est ça? Ouais. Depuis le mois de février 2020, donc ça fait maintenant quelques mois qu'on est là. Voilà, on va répondre tout simplement à vos questions. Alors, je précise bien que là, on est en train de parler exclusivement d'Istanbul, pas de la Turquie de manière générale, c'est très différent. Là, on est quand même dans la capitale économique, culturelle et historique de la Turquie. Et forcément, voilà, c'est très différent. On est quand même dans une grosse mégalopole. Donc voilà, ça s'applique vraiment. Grosse mégalopole. Grosse mégalopole. 16 millions d'habitants. Exactement. Donc du coup, voilà, ça s'applique vraiment uniquement à Istanbul. Alors, est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, nous parler un peu des étapes administratives? Je pense que tu vois un peu mieux à quoi ça ressemble. Les étapes administratives, quand on arrive, quand on s'expatrie en Turquie, il y a plusieurs étapes. La première, c'est de prendre une assurance santé. Donc ça se fait auprès d'assurances telles que Groupama, Allianz ou d'autres. Donc c'est une assurance santé spécifique pour les étrangers. Ensuite, il faut se rendre auprès du service des impôts pour avoir un numéro d'identification pour les impôts. Ça sert à la suite des démarches. Concrètement, en soi, ça ne sert pas à grand chose au quotidien, mais pour les différentes démarches, c'est essentiel. Ensuite, il faut créer un dossier de demande de titre de séjour sur Internet. Donc, on vous demande énormément d'informations, donc nom, prénom, évidemment. Tout l'état civil, filiation. Vous êtes censé justifier d'une raison pour laquelle vous voulez venir ici. Enfin, ils vous font pas rentrer juste n'importe comment. Dans votre dossier, en fait, vous allez devoir expliquer pourquoi vous êtes là. Et si en plus, bah, du coup, vous pouvez apporter quelque chose entre guillemets à la Turquie, c'est encore mieux. Donc si vous êtes là, En fait, par exemple, pour une un raison business, valable. voilà, c'est ça. Il faut une raison valable pour venir habiter ici. Ça peut être très vaste. Hein. Ça peut être très vaste. Ça peut être l'apprentissage de la langue turque, ça peut être énormément de choses. Ça peut être voilà, le fait d'installer un business, ça peut être plein de choses différentes. Mais voilà, vous êtes censé justifier de ça. Donc gardez-le bien à l'esprit. Voilà, votre demande peut très bien être refusée théoriquement. Donc théoriquement, oui, voilà. Donc du coup, gardez-le à l'esprit quand vous remplissez votre dossier. Autre chose, les délais d'attente peuvent être très longs. Une fois que vous avez terminé la demande, le rendez-vous administratif peut être 2-3 mois plus tard. Et ça peut encore prendre un peu plus de temps pour l'administration. Nous, ça a été bien plus. Ouais, bon, 3-4 mois. Voilà, nous, ouais, c'était plutôt aux alentours de 3-4 mois déjà au départ. Sauf qu'on a eu aussi le bonheur de se rendre là-bas et qu'on nous recale en nous disant « Ah bah finalement, ça sera plutôt en août ». Et ça, c'est à cause de la crise sanitaire. Ça, c'est à cause de la crise sanitaire. Honnêtement, hein, l'organisation de l'administration, c'est un peu comme au bled, voilà, c'est un peu comme au Maghreb. Faut pas s'attendre à une grande efficacité. Et surtout, il faut assister. Il faut assister et faut faire le tour. En fait, en fonction de l'interlocuteur que vous aurez des réponses différentes. Et à certains guichets, on vous expliquera que votre demande est forcément refusée. Et si vous insistez et que vous allez parler à d'autres personnes, on va vous dire qu'il faut remplir certains formulaires et que vous pouvez avoir des dérogations, etc. Exactement. Je précise bien, du coup, pour l'assurance santé dont il parlait au début, c'est une assurance qui en soi ne sert pas à grand chose, honnêtement, elle ne couvre quasi rien. Elle coûte qu'on sache, hein, de ce qu'on sait. Oui, de ce qu'on sache. Voilà, on a regardé un petit peu au niveau des contrats et tout, franchement, c'est pas. Voilà. Ça coûte une 30aine d'euros par an, c'est ça? Non, c'est plus que ça. C'est en fonction du taux de change, c'est entre 70 et 80. Sérieux? Ah ok, autant pour moi. J'avais gardé en tête 30, je sais pas pourquoi. Peut-on faire l'administratif et être recalé? Oui, théoriquement. tout à fait possible. Point extrêmement essentiel en fait, administrativement parlant, c'est le numéro d'identification turc, le TC Kimlik Numarası. C'est un numéro en fait qui sert pour tout. C'est un peu un numéro de sécurité sociale. C'est un numéro qui est essentiel pour à peu près tout. Si vous n'avez pas ça, vous êtes bloqué. Ouais. Vous êtes bloqué. Et ça peut être obtenu soit après votre rendez-vous, forcément, si on vous l'accorde, et à titre dérogatoire dans certains cas, mais il faut faire des demandes.
Voilà, c'est quelque chose qui va vous être demandé absolument partout. Nous, dans notre cas, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, donc j'avais des petits soucis de santé, donc il fallait que je prenne une assurance maladie. Sauf que, évidemment, sans numéro, c'est impossible. Personne ne veut vous en donner une. Donc du coup, Bilal, le pauvre, enfin, il a fait le tour c'est ça, il a fait le tour du monde. Mais c'est fou, hein, il a parlé à je ne sais combien de personnes qui m'ont dit mais c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Et puis d'un coup, miracle, il tombe sur une femme à un guichet qui lui dit remplissez-moi ça, apportez-moi du coup les différents documents médicaux, etc. qui attestent du coup des soucis de santé, machin. Et on nous a accordé un numéro. Alors on nous a pas accordé une carte, comme normalement on devrait la carte de séjour avec le numéro. On nous a juste accordé un papier avec le numéro pour que du coup on puisse faire les différentes démarches. Sachant que du coup ça a pu ensuite nous servir bien heureusement à obtenir du coup une connexion internet, parce qu'il faut savoir que jusque là on n'en avait pas. On se débrouillait avec des puces, etc. Sauf que même les puces ça, on peut pas en même avoir. avec ça il a fallu faire différents oui, même avec le papier ça a été différents compliqué. Opérateurs, certains voulaient pas, non seulement différents opérateurs mais également différentes boutiques, différentes agences, c'est ça. Ça a été très compliqué. Et honnêtement, en fait, là, je me dis, heureusement, vraiment, et je sais pas comment d'autres personnes ont pu se débrouiller, parce que là, avec la crise, du coup, forcément, nous, par exemple, des fois, on allait se dépanner avec la Wi-Fi, en fait, dans différents cafés, restos, etc., pour travailler, parce qu'on a une entreprise, quand même, à faire tourner. Tu dis la Wi-Fi ? Oui, moi, je dis la Wi-Fi. Non, je dis le Wi-Fi. Pourquoi j'ai dit la Wi-Fi ? Je sais plus. Bon bref. Mettez dans les commentaires, c'est le ou la Wi-Fi. Donc du coup, on allait se dépanner là-bas. Sauf qu'en fait, forcément avec la crise sanitaire qui est arrivée, en fait tout a fermé. On s'est dit, mais imagine si on n'avait pas obtenu notre connexion internet avant que tout ferme, on n'aurait jamais pu faire tourner l'entreprise comme il faut. Sachant que même pour avoir une carte SIM avec internet, pareil, on peut vous refuser. Autre chose. Pour les démarches administratives, il faut un numéro de téléphone. Et pour avoir un numéro de téléphone, il faut le numéro. Donc c'est un peu le serpent. Oui, non vraiment, c'est compliqué. C'est un peu le robot. Il faut s'y prendre combien de temps à l'avance? Alors ça c'est le gros problème ici, c'est qu'en fait on ne peut pas s'y prendre à l'avance, il faut être sur place pour faire les démarches. Ce qui est très compliqué, il faut vraiment de préférence avoir une adresse, etc. Donc en fait on n'a pas pu entamer nos démarches depuis la France. Ça nous aurait permis de gagner énormément de temps, forcément on aurait pu s'inscrire et puis revenir au moment de notre rendez-vous, s'installer à ce moment-là. Mais non, en fait, ça n'a pas de sens ce système, je trouve, parce que du coup, on nous oblige à venir sur place pour faire les démarches, sauf qu'en fait, la vie est compliquée sans le numéro. Donc du coup, en fait, pendant des mois, t'es bloqué, t'es obligé d'être sur place, mais en même temps, tu peux pas avoir de connexion internet, tu peux pas avoir de numéro de téléphone. Tu peux, en général, on se débrouille en achetant une carte SIM à l'aéroport. Oui, tu peux pas payer tes factures normalement, techniquement non plus. Enfin, bref, c'est très compliqué. Petite astuce, un moyen de se dépanner, c'est de connaître quelqu'un qui a la nationalité turque et qui peut éventuellement accepter de vous laisser utiliser son numéro d'identification. C'est un peu une zone grise, c'est pas très légal, mais éventuellement, ça peut. Ça, c'est ce qui m'est arrivé la première fois que j'ai voulu payer les factures. C'est ça en fait, tu veux payer tes factures et tu peux pas le faire. Sachant que les factures ici se payent au guichet automatique, Oui, ça c'est pratique. Vous arrivez auprès de votre distributeur et vous pouvez choisir en fait paiement sans carte ou opération sans carte. Et vous avez en fait la possibilité de payer vos factures directement en cash. Sauf qu'on vous demande le numéro d'identification. Et la première fois que j'ai voulu payer les factures, je suis arrivé, donc j'essaie de comprendre comment la machine fonctionne. Et là, il y avait un agent de sécurité qui est venu, qui a vu que je galérais, il a mis son numéro à lui. Sinon, j'aurais pas pu payer les factures ce mois-ci. Non, c'était compliqué. Ensuite, au final, Après, heureusement que, en fait, je pense que du coup, étant donné que c'est une ville qui a quand même, qui est très cosmopolite, qui regroupe énormément d'étrangers. Il y a énormément de bailleurs du coup qui sont très compréhensifs. Nous par exemple, c'est vrai que quand on s'est installé, on a dit il n'y a pas de numéro, on n'a pas de carte pour l'instant, etc. Ils nous ont dit vous nous apportez ça quand vous les aurez. Mais du coup, on a pu louer notre appartement sans avoir ça. Ce qui est quand même assez hallucinant parce que du coup, tu peux louer un appartement mais tu peux pas avoir un numéro de téléphone. Enfin, c'est particulier. Quand on décide de partir, on commence par quoi concrètement? Alors,
Je vous avais posté du coup sur le blog de ziazo.com voilà, une petite checklist d'expatriation si vous souhaitez aller voir. Après honnêtement il n'y a pas grand chose à faire, bon bah on met de l'argent de côté, on regarde du coup les annonces immobilières etc. Enfin on essaye de repérer du coup les appartements à visiter, donc moi j'avais fait une liste de résidences à visiter. Généralement les agences immobilières n'aiment pas que vous appeliez 36 000 ans en avance. Nous on avait essayé d'appeler en avance et ils nous avaient dit ouais appelez-nous quand vous arrivez, voilà. Généralement c'est ça. Donc voilà, vous faites une liste du coup des logements qui vous intéressent. Il y a une vidéo du coup que j'ai filmée qui soit est déjà sortie au moment où vous verrez cette vidéo, soit sortira juste après, où je vous montre justement voilà, comment chercher voilà, justement les agences immobilières, etc. Comment chercher les annonces immobilières de manière générale, enfin comment trouver un logement de manière générale. Il faudra se référer du coup à cette vidéo, mais voilà, en fait concrètement on n'a pas énormément de choses à faire, on se contente voilà, de chercher un appartement, de chercher des annonces, de mettre des sous de côté, et voilà, je crois que c'est tout. Hein. Autre précision extrêmement importante, quand on parle d'Istanbul, on parle d'une ville qui est gigantesque en termes de nombre d'habitants, mais géographiquement aussi c'est très vaste. Et vous ne vivrez pas exactement les mêmes conditions. C'est clairement pas le même Istanbul en fait, que vous soyez à l'extrémité est, à l'extrémité ouest. Il faut vraiment se renseigner en fait sur les arrondissements, on va appeler un peu ça comme ça. C'est ça. Les différents arrondissements. Donc vous pouvez avoir côté européen, vous allez avoir Fatih, vous allez avoir Chichli, vous allez avoir côté asiatique, vous aurez Üsküdar, bon bref, dans tous les cas, il faut se renseigner. C'est pas la même chose. Cherchez sur internet, essayez de voir voilà, si vous connaissez des Turcs autour de vous, des personnes voilà, qui habitent éventuellement en Turquie, enfin, ou même des Turcs qui connaissent la Turquie, voilà, leur demander des recommandations. Alors nous on ne souhaite pas forcément indiquer exactement où on habite pour des raisons évidentes, mais du coup on habite côté asiatique, ça voilà, on précise quand même, on est du côté asiatique. Alors pour ce choix là il s'est fait pour plein de raisons, la raison principale, honnêtement on n'a même pas cherché de logement côté européen, on n'a même pas regardé. C'est juste que voilà, côté asiatique c'est beaucoup plus calme, vous voyez derrière nous on a la chance là ici d'avoir une vue mer. Bon c'est pas du tout le cas partout, hein. Clairement c'est la seule résidence qu'on avait trouvée avec une vue mer, mais tout ça pour dire que vous avez vraiment des conditions qui sont très différentes. Par exemple Kadıköy, enfin en tout cas certaines zones de Kadıköy c'est très bobo, c'est très c'est très agité, c'est très vivant. Voilà, c'est très vivant, vous avez plein de cafés, vous avez plein de petits commerces, de restos, de trucs comme ça. C'est assez sympa pour aller s'y balader, je trouve. Mais y vivre, ça serait autre chose. Moi, de la même manière, côté européen, vous avez Beşiktaş, bon, c'est assez vaste aussi, mais c'est beaucoup plus guindé, c'est beaucoup ouais, c'est comme vivre dans le 16e, quoi. Ça voilà, coûte très cher. Et mais ça reste quand même assez vivant. Voilà, l'essentiel, c'est de se renseigner et de voir aussi les infrastructures qui sont allez sur place pour aussi. Oui, bien sûr, faire un repérage. En fait. C'est ça, allez sur place, voyez ce qui est agréable à vivre, etc. Et je parlais d'infrastructures, les déplacements, les transports, c'est extrêmement important de se renseigner avant. Nous on habite juste en face d'un moyen de transport. Donc en fait voilà, c'est très facile pour nous de nous déplacer. Après voilà, on a fait le choix quand même de s'éloigner un petit peu de Sultanahmet, tout simplement parce que du coup il y a énormément d'avantages à s'être éloigné. On a une résidence qui est absolument magnifique, on a la chance d'avoir cette vue mer qu'on n'aurait absolument pas si on s'était plus rapproché. Donc voilà, il faut faire des choix, il faut parfois faire des compromis, parfois vous allez décider du coup de vous éloigner un peu plus pour avoir des loyers un peu moins chers et avoir un appartement plus joli, etc. Enfin voilà, voyez, nous personnellement c'est vrai que la cohue et le vacarme entre guillemets du côté européen d'Istanbul, après évidemment quand je dis côté européen je parle vraiment Sultanahmet, Taksim et compagnie, enfin voilà tout ce coin là, ça nous tentait pas, donc on a préféré du coup se diriger côté en fait asiatique. si vous voulez c'est un peu réducteur aussi de parler de côté asiatique, côté européen. Oui, parce en fait que vous avez vraiment le centre, oui. vous avez vraiment le centre, toute la partie historique, l'ancienne Constantinople, la partie un peu plus au nord, toute la partie de la Corne d'Or, tout ce qui est autour de la Corne d'Or en fait, qui est très peuplé, très touristique. Et ensuite, quand vous vous éloignez, que ce soit à l'est ou à l'ouest, voilà, c'est beaucoup plus calme. Il faut savoir aussi que plus vous êtes au cœur, plus les transports sont accessibles et vous pouvez aller à peu près partout en transport en commun. Ouais. Donc que ce soit le métro, que ce soit le bus, c'est très facile de se déplacer. Plus vous vous éloignez du centre, plus c'est compliqué. Donc là, on a des transports en commun à disposition. Et pour se rendre au cœur d'Istanbul, ça nous prend longtemps. Au-delà de ça... Oui, un peu trop long à notre goût, mais voilà. Moi, ça me va trop long. Oui, lui, ça lui va. Moi, je trouve ça trop long, du coup. Au-delà de ça, vous aurez forcément moins de choix au niveau de... que ce soit pour les différentes boutiques,
Voilà, Voilà. tout simplement, il faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment avoir l'ambiance d'Istanbul touristique qui bouge, il faudra se diriger vers le centre et ce sera beaucoup plus urbain, ce sera beaucoup moins calme et vous n'aurez pas forcément une vue forêt, une vue mer, une vue... Ce sera une vue très urbaine. Par contre, voilà, vous aurez ce côté un peu folklorique. Vous pouvez être plus près du centre touristique, mais du coup, ça va être une vue urbaine et ça va être beaucoup plus peuplé. Vous pouvez vous éloigner, mais du coup, voilà. En fait, dans la grande majorité des cas, il faudra faire des concessions. Beaucoup plus anciens et beaucoup plus chers, côté européen. Côté européen, ouais. Logements plus anciens, plus chers, ça c'est sûr. Doit-on justifier d'un statut particulier, diplôme, acte de mariage? Alors non, comme on l'a dit, en fait, les raisons à fournir pour venir ici peuvent être variées. On peut venir pour ses études, on peut venir pour apprendre la langue. Il n'y a pas vraiment de statut particulier. Comment fonctionne le système de santé? Sincèrement, je ne connais pas les détails exacts du système de santé. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a énormément d'hôpitaux et de centres de soins à Istanbul. Ouais. Du coup, forcément, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et il y en a pour tous les... pour tous les budgets. C'est un fonctionnement comme au bled en fait. C'est-à-dire que vous avez ça. hôpitaux publics, hôpitaux privés. Et en fait, les hôpitaux publics, Bilal y était allé quand il s'était fait mordre par un chien, le pauvre. Donc il s'était fait mordre par un chien, il a dû aller faire du coup les piqûres antirabiques, merci. Voilà. Il était parti au début dans un hôpital public et le truc délabré qui tombait quasi en ruine. Donc voilà, l'hôpital public forcément ça sera beaucoup moins cher. Le système de santé en Turquie, il faut savoir qu'il a énormément évolué au cours des 10 voire 15-20 dernières années. Il y a de tout, il y a concrètement vraiment de tout. Et la spécificité surtout à Istanbul, c'est qu'il y a énormément d'hôpitaux. Il y a beaucoup d'hôpitaux privés, beaucoup d'hôpitaux publics. Mais il y a vraiment une offre d'hôpitaux privés qui est en train d'exploser. Il y en a pour tous les budgets, surtout. Comme tu le disais, l'hôpital public, souvent, il va être certes de qualité, mais la qualité de service ne sera pas forcément là. C'est-à-dire que l'hôpital est assez vieux, il est pas très bien entretenu généralement. Exactement. Après, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un soin absolument horrible, hein, c'est pas ça. Mais voilà, ça. Vous n'aurez pas le confort d'un hôpital privé. Ça, c'est sûr. Au-delà de ça, il faut préciser qu'il y a un énorme effort qui est mis depuis plusieurs années et il y a certains hôpitaux publics qui sont juste magnifiques. Il y a des hôpitaux publics qui sont soit en construction, soit qui ont été achevés récemment. En fait, généralement, ça fonctionne par réseau. Donc, vous allez avoir un réseau d'hôpitaux privés, un réseau d'hôpitaux publics. Ce que je peux vous conseiller, c'est quand vous venez faire votre petit repérage, n'hésitez pas, par exemple, à aller dans une agence d'assurance santé et avoir, en fait, demander différents devis pour voir un petit peu à quoi vous attendre, voir combien ça pourrait vous coûter. Après, c'est comme en France, par exemple. Moi, j'ai pris une mutuelle, par exemple, quand j'étais en France, j'avais pris une mutuelle qui était vraiment focalisée sur, par exemple, les soins ophtalmologiques, parce que j'ai un plus grand besoin sur le côté ophtalmologique. On ne peut pas forcément indiquer un prix parce que ça dépend d'énormément de choses, mais ça dépend aussi de quel focus vous devez avoir, etc. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc vraiment, n'hésitez pas quand vous venez à demander des devis. Et à savoir du coup que, je vais citer l'exemple d'Alliance, ils ont ce qu'ils appellent le réseau de mémoire, le réseau bleu et le réseau jaune. Et en fait, c'est deux réseaux d'hôpitaux privés. Voilà. Ce ne sera pas forcément la même chose. C'est vraiment à la carte. Voilà. Après, il y a également certains hôpitaux qui sont hors réseau. Donc si vous voulez aller vous diriger vers ces hôpitaux-là, vous pouvez soit trouver une assurance spécifique, soit éventuellement c'est ce réseau d'hôpitaux qui vont proposer leur propre assurance. Donc en fait, il faut se renseigner. Y a-t-il des transports partout ou doit-on obligatoirement avoir une voiture? Alors, concrètement, côté européen et surtout au niveau du centre historique, les réseaux sont très très développés, donc vous avez le métro qui dessert à peu près l'ensemble et il y a de très bonnes correspondances qui sont faites. Donc une fois que vous sortez du métro, vous pouvez prendre un bus ou un autocar qui vous ramènera à peu près partout. Vous avez également la ligne de Marmaray en fait, qui est un train qui relie l'ancien aéroport d'Istanbul, donc bien à l'ouest, à la ville de Gebze, à l'extrême est. C'est vraiment la sortie, Gebze est limitrophe en fait d'Istanbul. Ça parcourt tout le long en fait. Ça longe la mer Marmara. Après, côté asiatique, les réseaux sont développés certes, mais beaucoup moins que du côté européen. Il y a des lignes de métro. C'est pour ça, quand vous choisissez l'appartement, elles sont pas très nombreuses. C'est ça. Et choisissez en fonction des transports. Le réseau de transport en bus est bien développé, et sincèrement, je ne le comprends pas du tout. C'est incompréhensible, je te jure, c'est... Jamais pris, moi. Si vous voulez prendre un bus, vous allez dans n'importe quelle ville, vous ne connaissez pas le fonctionnement des transports en commun, vous allez sur Google Maps, et Google Maps va vous dire ok, dans 100 mètres, tu as un arrêt de bus, et vous trouvez l'arrêt de bus. Ici, c'est pas ça. Ici, parfois, ça se passe très bien, l'arrêt de bus est là, il y a les horaires d'affichés, c'est nickel. Mais la plupart du temps, en fait, tu te retrouves à te perdre dans une rue, et tu vois que tu as un arrêt peut-être dans 100 mètres,
Tu arrives sur place, il n'y a rien du tout. Tu regardes autour de toi. Et en fait, 200 mètres plus loin, tu as un poteau avec écrit IETT. C'est le transport. Et c'est ça. Il n'y a pas le nom, il n'y a rien du tout. Il y a juste écrit IETT. Vous attendez, basta. Vous ne savez pas si c'est un bon sens, si c'est le bon. Moi personnellement, j'ai une grande préférence pour la voiture. Honnêtement, je suis le genre de personne, si je préfère largement rester chez moi que de sortir sans voiture. Donc pour être tout à fait honnêtement, voilà, je sors. Bon, je vais faire un effort là-dessus, mais je sors beaucoup moins que lui parce que du coup, on n'a pas encore de voiture ici. Donc voilà, le taxi, ça commence à nous revenir un peu cher s'il faut prendre le taxi à chaque fois. Déjà, la conduite, bon, c'est le bled, hein, voilà. Mais au-delà de ça, les bouchons. Ouais, il y a faut prendre ça en compte, c'est des bouchons de cow-boy. Énormément de circulation. Pour le logement, faut-il des garants? Quels sont les papiers demandés? Est-ce que c'est facile? On nous a jamais demandé de garant, il me semble. Alors le truc c'est qu'on peut vous parler que de notre expérience. C'est moi qui me suis occupée essentiellement de la recherche d'appartements. J'avais des critères très spécifiques, du coup j'ai demandé à Bilal de me laisser m'en occuper. Et puis après du coup je lui montrais ce que je trouvais et on choisissait ensemble. Donc encore une fois, je vous ai dit, voilà, ça sera dans l'autre vidéo, chercher un appartement, enfin chercher un logement de manière générale. Nous, on peut vous parler que de notre expérience, à savoir celle de résidence, c'est-à-dire qu'on a cherché uniquement des logements en résidence pour plusieurs raisons. Voilà, il y a un cadre de vie qui est plus agréable, c'est plus sécurisé, etc. Donc on ne peut pas vous indiquer comment ça se passe pour ce qui est de la location de manière générale avec des particuliers. On n'a pas d'expérience là-dedans, donc on ne pourra pas vous dire. Mais du coup, pour ce qui est des résidences, honnêtement, je trouve ça très facile. C'est vrai qu'à partir du moment où vous avez de quoi payer le loyer, franchement, ils ne cherchent pas des masses. Pour vous dire, hein, là, la résidence dans laquelle on est actuellement, la personne m'a demandé, et c'est trop drôle, hein, parce que du coup, le propriétaire, il m'a demandé, mais genre limite en mode... Tu sais, je veux pas te déranger. Il me dit oui, si c'est pas indiscret, vous faites quoi dans la vie? Donc du coup, je lui dis ce que je fais dans la vie. Il me demande même pas combien je gagne. Hein. Voilà, il a demandé ce que je faisais dans la vie. Il m'a même pas demandé combien je gagnais et ça s'est fait très rapidement. On est arrivé, on a dit on est intéressé par ce logement-là. Le lendemain ou le surlendemain, je crois, on nous a fait signer les papiers, on nous a donné les clés et hop, ça y est, c'était parti. En fait, concrètement, ce qu'on vous demande, c'est de prouver que vous pourrez assurer du coup les. Voilà, mais pas comme en France. C'est ça. On vous demande pas en fait 15 fiches de paye, un don de sang et non, c'est. Voilà. En fait, on va vous demander d'expliquer un minimum votre situation. Voilà. On va vous demander un dépôt de garantie. Oui. Et si par exemple, si vous n'avez pas de garant, on va vous demander 1 ou 2 mois de plus dans le dépôt de garantie. Mais on va pas vous. Voilà, franchement c'est facile. Plus que ça. Après, il faut prévoir. Du passeport. Voilà, faut prévoir que dans pas mal de résidences. Ou je sais pas trop comment ça se passe dans le reste, mais en tout cas, voilà, dans votre recherche de logement, il y a fortement moyen qu'on vous demande un certain nombre de mois de loyer d'avance. Donc il y avait une résidence par exemple dans laquelle on était allé, bon eux ils étaient dans l'abus un peu je trouve, hein, mais en gros ils nous ont demandé 1 an de loyer d'avance. Oui. C'était un peu beaucoup et en plus apparemment le propriétaire, même en lui donnant 1 an de loyer d'avance, il chipotait, donc je sais pas trop pour qui il se prenait, mais bref, ça arrive. Parfois on va vous demander 3, 4, 5, parfois on va vous demander 1 an, ça dépend vraiment. C'est quelque chose que je trouve assez facile à Istanbul. Quelles sont les arnaques à éviter? Alors avec les résidences, en fait, heureusement parce qu'on aurait pu tomber dedans mais comme des bleus, heureusement j'avais fait plein de recherches et en plus du coup maintenant avec les réseaux sociaux on peut se retrouver à suivre en fait justement des personnes qui sont installées et qui elles te font part de leur expérience. Et je me rappelle, j'avais discuté du coup avec une fille qui vivait ici et je voyais son appartement, je le trouve absolument magnifique et je lui dis je lui dis du coup voilà, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, etc. Et elle me dit mais ne viens surtout pas ici. Et en fait elle m'envoie genre une dizaine d'audios d'affilée. Mais j'étais morte de rire parce que vraiment tu voyais qu'elle en avait gros sur la patate et elle me dit mais ne viens surtout pas là, c'est une catastrophe, on nous augmente les charges constamment alors qu'aucun service n'est rendu, il y a de la poussière partout, les nettoyages n'est pas fait. C'est que en fait concrètement vous avez le loyer et vous avez les charges à part. Et concrètement, les charges comprennent différents services, mais ça peut vite finir par se cumuler. En fonction des différents services que vous allez avoir dans la résidence, ça va augmenter. Et il y a une augmentation en fait qui est votée parce que concrètement, c'est une copropriété. Et du coup, vous avez votre loyer et vous avez ensuite les charges qui vont augmenter chaque année. Donc c'est fixé du coup par vote, donc en général ça va tourner autour de 10 à 15%. Ouais. Le problème c'est que, en fait je crois que c'est fixé un peu sur l'inflation. Oui. Voilà, mais le problème c'est que si les services sont rendus
c'est une chose. Voilà. C'est une augmentation substantielle, C'est ça. certes. Donc tu, Mais c'est une chose. tu payes. Mais si les services ne sont pas rendus, donc on a entendu parler de certaines résidences où par exemple, ce qui Le était ménage inclus, est pas fait. c'est ça, ce qui était inclus dans les charges, c'était le nettoyage des vitres par exemple, Voilà. des vitres extérieures. Par exemple, quand vous avez, comme nous, on a ici, voilà. Bon, nous encore ça va parce qu'on a un balcon, mais la personne à qui j'avais parlé, elle, c'était vraiment que des vitres extérieures, donc c'est impossible pour elle de les nettoyer, il faut des professionnels. Et ça, c'était inclus dans les charges. C'est censé être fait par l'entreprise, enfin par la résidence. Ce qui n'était absolument pas fait, le ménage n'était pas fait, enfin bref, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Quand je parle du ménage, oui, dans les parties communes, je parle pas de chez elle, hein. Elle fait son ménage toute seule. Mais voilà, il y a plein de services, ou alors la piscine qui n'est pas nettoyée, ou enfin bref, des choses comme ça. Là, au cours des dernières années, en fait, les résidences ont poussé comme des champignons, surtout côté asiatique. Il y en a énormément, et le problème, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'arnaques. Il y a énormément de résidences qui, en fait, vous font payer une fortune, et au final, l'appartement tombe en ruine, il n'y a rien de fait, il n'y a aucun service d'assuré, etc. En fait, le problème, c'est que dans le fond, c'est pas, il n'y a pas une volonté de vous arnaquer au départ. C'est simplement que les promoteurs se retrouvent dans des situations financières qui sont parfois compliquées. Parce qu'ils sont ont, en faillite, ça, en fait. Ils sont ruinés, quoi. Soit ils sont en faillite, soit ils sont dans une passe un peu compliquée. En fait, le résultat est le même. Ils ont multiplié les projets, sauf que financièrement, en fait, c'est ça, faut gérer les choses de manière compliquée. Exactement. Et du coup, forcément, ils répercutent ça sur les charges. Voilà, il y a beaucoup d'arnaques à éviter. Après, encore une fois, j'en parle dans l'autre vidéo, donc chercher un logement. Donc je vous explique comment nous on a fait en tout cas pour trouver des résidences qui étaient bien notées, qui étaient clean, propres. Franchement, on est trop content vraiment de la résidence dans laquelle on est, puisque voilà, j'ai fait beaucoup de recherches et voilà, les services sont rendus, la résidence est nickel, elle est propre. Quand au début, par exemple, on avait eu un petit souci avec l'électricité, voilà, on les appelle, ils viennent. Dès qu'il y a, enfin voilà, quand il y a un souci, ils viennent. Après, évidemment, les services sont rendus à la turque, mais c'est fait. Pour contrebalancer ça, il faut aussi préciser que le fait de choisir une résidence, c'est potentiellement, du coup, c'est s'exposer à devoir payer des charges alors que les services ne sont pas rendus, mais c'est aussi une assurance qu'on ne traitera pas avec un propriétaire isolé. Oui. C'est-à-dire que vous avez un interlocuteur, voilà, vous avez un interlocuteur et a priori c'est géré de manière assez droite, assez calée. Nous en fait il y a un management et dès que tu as un souci ou quoi que ce soit, c'est à eux que tu vas t'adresser, tu ne t'adresses pas au propriétaire. Nous le propriétaire, depuis le moment où on a loué l'appartement, on lui a plus parlé, on lui envoie le loyer tous les mois, on ne se parle pas. C'est le management qui gère tout. Par contre, si vous choisissez du coup de choisir un appartement loué par un particulier, c'est ça, auprès d'un particulier, vous vous retrouvez face à un bailleur peu professionnel, un peu véreux, peu scrupuleux. Donc voilà, ce sera les arnaques un peu communes. Yes. Alors, quelle agence? Alors, faut savoir que ça fonctionne pas trop comme ça. Alors nous, au niveau de l'agence, du coup, on n'a pas d'agence à vous recommander pour la simple et bonne raison que notre agence, en fait, elle gère spécifiquement les logements cette résidence, en fait, de manière spécifique. Donc du coup, pour ce qui est des agences, encore une fois, vous le verrez dans la vidéo, rechercher un logement. Quand vous allez en fait chercher des logements, on va vous mettre en fait un contact, c'est-à-dire qu'en fait, on va vous mettre les différentes agences en fait qui proposent ce bien-là. Mais après, il n'y a pas vraiment de moyen de distinguer. Donc nous, en fait, on appelait un peu par hasard, c'est-à-dire que voilà, je réunissais les différents numéros de téléphone. Alors ça, c'est très important, ne prenez pas un seul numéro de téléphone, d'accord? Par exemple, en fait, imaginons, je prends une résidence, il va y avoir forcément plusieurs annonces pour cette même résidence. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que je réunissais tous les numéros de téléphone de toutes les agences qui proposaient cette résidence-là, parce qu'une fois sur place, il y en a qui vont vous dire non, je suis pas dispo, ou non, on propose plus ce truc-là, ou voilà. Par exemple, pour notre résidence, on était censé la visiter. Le jour même, l'agence nous fait faux bon. C'était une... Oh, franchement, tu te souviens, elle était hyper pas professionnelle, franchement. C'était une agence indépendante. C'est ça, et genre elle nous appelle en nous disant, mais vraiment elle était vraiment pas professionnelle, elle nous dit ouais mais il y a mon fils de je sais pas quoi, je sais plus ce qu'elle nous raconte, alors qu'on avait pris rendez-vous, elle avait plein d'excuses. Finalement je dois garder mon fils, il y avait non mais vous êtes trop loin, il y avait non mais on est alors samedi, alors qu'on avait prévenu, on lui avait dit on va se retrouver on est samedi, c'est pas mes horaires, attends mais je vais vous envoyer ma soeur, ah non finalement c'est ma soeur qui va garder mon fils. C'était un brouhaha. Elle avait sorti, mais voilà, ouais, vous êtes trop loin, mais on avait convenu d'un rendez-vous à un point donné. Enfin, si c'était trop loin, t'avais qu'à nous le dire depuis le début. Et puis, au final, enfin bref, elle a fini par complètement nous faire faux bon. On était dégoûtés parce qu'on était déjà sur place. Et en plus, forcément, au final, c'est la résidence qu'on a fini par choisir. Elle nous a beaucoup plu, donc du coup, on voulait absolument la visiter. Et on a eu la chance, du coup, de tomber sur l'autre agence immobilière, celle qui est du coup gérée, celle qui gère spécifiquement cette résidence-là. Voilà, ils étaient vraiment très très gentils.
aussi, ils ont été Très vraiment professionnels. parfaits, très professionnels. Du coup, très important de prendre le maximum de numéros de téléphone parce que vous ne pourrez pas compter sur tous. Voilà. Petite parenthèse, on a une invasion de coccinelles. Je pense que vous l'avez remarqué depuis tout à l'heure. On les voit? Tu crois qu'on les voit? Là. Non, alors je tiens à préciser, on n'a pas une invasion de coccinelles dans la résidence, c'est Bilal lui-même qui est allé chercher des coccinelles pour les ramener. Non, on a eu une invasion de coccinelles dans la résidence, Non, sur le balcon. Sur le balcon, oui, bien sûr. Sur le balcon. Par contre, on a un rosier qui est placé ici, que je devais déplacer dans le balcon, mais je ne l'avais pas fait. Et il Voilà, commençait à être envahi de pucerons. Du coup, j'ai relocalisé Voilà, il est parti chercher toutes les coccinelles coccinelles pour les ramener à l'intérieur. et je les ai placées sur le rosier. Quels critères pour le logement? Alors ça évidemment ça ne dépend que de vous. J'avais fait du coup une petite liste en fait de questions à poser, de choses à prendre en compte. Donc voilà le montant des charges, est-ce qu'il y a une mosquée à proximité, est-ce qu'il y a des transports à proximité, est-ce qu'il y a un hôpital à proximité, etc. Est-ce qu'il y a un parking, la réputation du quartier, enfin bref, j'ai fait toute une petite liste en fait de choses à prendre en compte. Je vous mettrai ça du coup voilà, en barre d'infos. Mais après voilà, ça dépend de vous, qu'est-ce qui est important pour vous. Vous n'allez pas pouvoir tout avoir sur un seul et unique logement, donc il faudra voir ce qui est le plus important à vos yeux. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura répondu à vos interrogations. N'oubliez pas que voilà, s'il y a des choses dont on ne vous a pas parlé, c'est généralement qu'on ne sait pas, parce que voilà, on va pas vous parler de choses qu'on ne connaît pas. Donc voilà, on a essayé vraiment de vous parler de tout ce qu'on savait, de tout ce qui nous concernait, etc. Et n'oubliez pas que voilà, il faut quand même faire un maximum de recherche de votre côté, hein. Personne ne va vous donner toutes les informations parce que vraiment chaque expatriation est différente, tout va dépendre de votre mode de vie, etc. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager à toutes les personnes qui, voilà, que ça pourrait intéresser. Donc n'oubliez pas de la partager en story, dans vos profils, tout ça, bref, partagez partout. N'oubliez pas de vous abonner, de la liker, d'activer la petite cloche pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos. Quant à nous, on vous dit à très bientôt sur zz.com. Bye.